Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Aujourd'hui, on va parler de Trump, de l'État profond. Qu'est-ce que veut faire l'État profond? Est-ce qu'ils perdent peut-être du terrain ou est-ce qu'ils agrandissent leur pouvoir? Où en sont-ils réellement? Et pour ça, je reçois quelqu'un que vous aimez, que vous adorez, que vous avez découvert ici sur Géopolitique Profonde. Il a écrit son dernier livre. Je sais, ce sera un futur best-seller. J'y crois. En tout cas, moi, j'y crois. Et c'est pour ça qu'on va en faire ce soir la promotion, qu'on va en parler de A à Z. Salut, cher Jean-Maxime, comment tu vas? Bonsoir Mike, ça va bien. J'ai vécu quelques petites difficultés récemment, mais je suis très heureux d'être sur le plateau. Tu es toujours là, tu reviens toujours, tu es comme le phénix. Tel le phénix, exactement, tel le phénix de ces bois. C'est un vrai sujet déjà que je suis très heureux de présenter parce que c'était à l'origine un rapport que j'avais produit avant tout pour ma consommation personnelle à partir de ce que j'avais compris. De ce qu'initialement Steve Pieczenik avait dit que je traduisais à l'époque, qui avait tout de suite remarqué qu'il y avait des bizarreries dans cette affaire de Charlottesville, qu'il va nous falloir présenter aujourd'hui. Et j'avais confronté donc les faits, ce que disait Pieczenik, puis après j'en avais fait une longue analyse que j'avais soumise après à certaines institutions, notamment la gendarmerie, parce que j'avais des contacts vraiment au plus haut niveau, et je leur disais, ce qu'il s'est passé là-bas, ça va être ce que nous allons subir crescendo dans les années qui viennent, à la fois aux États-Unis, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est en France. Et ça, c'est en plus une connexion familiale, parce que dans ma famille, il y avait une personne qui s'appelait Agnès Chabrier, qui était une femme qui avait vécu aux États-Unis, précisément à la période de jonction après l'assassinat de Kennedy, donc en 63-64, la jonction entre Kennedy et Lyndon Johnson, et qui nous disait à l'époque, que ce qu'il se passait aux États-Unis arrivait nécessairement en France après, avec un décalage de 10 ans, mais un décalage qui en fait s'est restreint au fur et à mesure. 10 ans, 5 ans, 2 ans, puis on l'a vu avec les massives émeutes de 2020, notamment les émeutes George Floyd, que c'était quasiment en temps réel maintenant. Mais là, c'est une évolution historique. N'empêche que ce qu'il se passe aux États-Unis, il est nécessaire d'avoir un œil dessus. Parce qu'on va le voir dans cette opération, c'est vraiment le modèle réduit. Il faut un œil dessus. Mais ton titre, il est quand même très puissant. Parce que tu parles de guerre civile fabriquée. C'est absolument ça. C'est absolument, et c'est une double référence. Déjà, c'est factuel, parce que la guerre civile a été artificiellement fabriquée à l'occasion de ces événements qu'on va présenter, qui se sont passés en août 2017. En août 2017, je crois, autour du 11-12, il y a eu toute une séquence qui a été après une montée exploitée directement par les médias PC, c'est-à-dire qu'on a eu... on va présenter les faits juste après, mais c'était, pour faire bref, une manifestation d'un côté, une manifestation nationaliste, mais qui avait vraiment des excès qui étaient tellement caricaturaux qu'on se disait, c'est un peu bizarre quand même. Et de l'autre côté, comme par hasard, une contre-manifestation Black Lives Matter, mais avec des circonstances dans lesquelles la réponse des forces de l'ordre, laissant les deux manifestations, plutôt que de les séparer, laissant se créer la collision entre les manifestations, pour qu'ensuite les médias puissent orchestrer une récupération des faits qui s'étaient déroulés à l'époque pour les imputer soudainement au président Trump, eh bien ça cachait une opération. Ça cachait une opération psychologique majeure à l'époque qui avait pour but donc de cibler Trump, mais également de cibler ce qui, en 2016, avait été globalement un narratif imprévu par l'État profond, par bien des égards. Donc ça serait la présentation des faits. Tu parles d'État profond, il est d'ailleurs en titre. Comment toi tu le définis cet état profond? Tu sais bien que j'ai reçu 150 personnes qui parlaient d'état profond. Chacun avait sa définition. Quelle est la tienne? C'est un vrai sujet. Les gens doivent le connaître parce que il faut. Nous, notre but, et le tien aussi, c'est de pouvoir informer, de réinstruire. Et donc, il faut que les gens aient la vraie matière et pas des trucs pour faire des buzz. Absolument, j'appelle ça de la réinstruction populaire parce que c'est vraiment ce dont nous avons besoin. La vraie définition de l'état profond, c'est celle qui a été donnée par Peter Dale Scott, qui est trop peu connu, il va falloir le promouvoir, qui est trop peu connu en France. C'est l'auteur, un universitaire canadien, qui a écrit un ouvrage justement qui s'appelle L'état profond. Il est publié en France en 2015, je crois qu'il doit dater également de 2015, qui disait en substance, pour faire bref, l'état profond dans sa véritable définition, exiger l'authentique, la collusion, la fusion historique entre les pétroliers, le complexe militaro-industriel et surtout les banques. Les banques qui sont en réalité l'élément clé qui emmène les deux autres, mais c'est bien le pétrole qui a permis l'augmentation massive du pouvoir des banques, spécialement aux États-Unis. Ça, c'est toute une histoire vraiment très spécifique sur laquelle il serait intéressant de revenir, mais dès avant la Première Guerre mondiale, Wall Street a dû son pouvoir
déjà naissant, mais déjà prenant une grande ampleur, spécifiquement au pétrole, avec les Rockefeller. On le sait trop peu en France, mais c'est un vrai sujet. Et parallèlement, qui dit pétrole dit guerre, parce que dès lors qu'il y a du pétrole, c'est assez bizarre, c'était des experts français, notamment du pétrole, disaient dans les années 20-30 que, en fait, il n'y a rien de pire pour une nation que de trouver du pétrole chez elle, parce que, comme par hasard, dès qu'il y a du pétrole qui est repéré à un endroit, bizarrement, on voit qu'il y a des manipulations, des intrigues, des bizarreries politiques qui vont se passer comme par hasard dans les pays où il y a du pétrole. Et en fait, ça dure depuis plus de 100 ans, ça dure globalement depuis les années 1860. Ça a été crescendo, mais à partir du tournant 1900 et quelques, à peu près tous les pays qui ont du pétrole subissent des déstabilisations d'une façon ou d'une autre. Donc ça, pour la définition de l'État profond, la masse critique formée grâce au pétrole par les banques en termes également pensée influence politique. C'est pas que les banques, c'est le pouvoir que l'argent leur a donné en termes de lobbying et d'influence politique, notamment du fait également d'un droit américain qui permet des fondations privées qui deviennent suffisamment puissantes pour influencer l'État. Et donc, qui dit guerre après pour aller chercher du pétrole, dit complexe militaro-industriel qui a vraiment pris son essor à partir de la Première Guerre mondiale. Et ça, c'est vraiment ce triumvirat qu'il faut comprendre. Est-ce que l'État profond ne peut être qu'américain, ou il peut être aussi britannique, je sais que tu en parles souvent, ou peut-être français aussi, ou je ne sais pas, russe, israélien, allemand. Est-ce que il y a des États profonds, ou est-ce qu'il ne peut être essentiellement unique américain? Alors l'expression est venue initialement de la Turquie pour exprimer le fait qu'en Turquie il y avait un pouvoir profond derrière l'apparence du pouvoir, par exemple Erdogan, mais ce sont des luttes d'influence. L'expression vient de cette situation et là, elle est d'ailleurs expliquée, j'en ai fait une note dans Le charme discret du djihad dont j'ai parlé, que j'avais traduit, pour expliquer ça, mais l'État profond dans sa vraie définition telle que je la donne aujourd'hui, c'est-à-dire pour comprendre les superstructures qui sont d'obédience mondialiste, dirais-je, au-dessus des États. Historiquement, c'est lié au pétrole, d'une part, c'est lié aussi à la finance internationaliste. Donc c'est lié, d'une part, historiquement, à la City, puis à Wall Street, puis c'est lié aux deux pays les plus puissants d'un point de vue pétrolier, que sont en effet le Royaume-Uni, l'Empire britannique, puis les États-Unis. Et la vraie définition de cet État profond est nécessairement liée d'une part à cette finance qui n'existe de fait qu'à la City et à Wall Street historiquement, avec des ramifications partout dans le monde, mais précisément de ces deux pays-là, d'une part, et d'autre part, les cartels pétroliers qui, là, ont été éminemment anglo-américains durant l'histoire des Sept Sœurs. Les cartels pétroliers, c'est seulement récemment que les grands groupes russes, une fois le soviétisme mis à bas, parce que c'est une seule fois, c'est après donc la chute du soviétisme, que là, on a pu voir l'émergence de vraies puissances pétrolières, pétrogazières concurrentes, mais réellement concurrentes, avec la Russie et nouvellement la Chine, mais parce qu'ils ont développé donc par nécessité une sorte d'impérialisme personnel, en tout cas de logique impériale qui était nécessaire. Mais de fait, on pourrait dire que tous les pays qui ont eu besoin de pétrole ont eu un État profond. La question, c'est dans quel sens est orienté l'État profond. Parce que de fait, un État profond, un pouvoir profond qui assure une continuité des affaires, ça c'est éminemment lié à l'histoire de l'Empire britannique. Et avec notamment le complexe, on pense aux États-Unis aujourd'hui, mais on ne pense pas assez au complexe Armstrong-Vickers à l'époque de l'Empire britannique. C'était Xavier de Hautecloque dont j'ai déjà parlé, qui en parlait beaucoup, et c'est vrai que l'État profond, historiquement, le modèle est britannique, puis a contaminé les États-Unis, avec on va dire une catalyse à l'occasion de la création de la Fed en 1913, mais dont les ramifications étaient, on l'ignore, à la City. C'est la City qui a orienté les États-Unis dans un mauvais sens. Puis après la Première Guerre mondiale, on a eu vraiment une solidification de cet impérialisme jumeau anglo-américain, puis par extension du mondialisme aujourd'hui, après la Deuxième Guerre mondiale, ou même après 91 avec le Nouvel Ordre mondial, puis post-11 septembre 2001, là le mondialisme actuel, voilà. Mais ces ramifications historiques sont... Est-ce que justement ce Nouvel Ordre mondial, cette mondialisation, ce mondialisme, cette globalisation qui viennent de la City, de Wall Street, est-ce que c'est pas une façon d'avoir créé une sorte de guerre de religion? Je m'explique. C'est-à-dire le protestantisme anglo-saxon, avec son bras armé de finance, contre le catholicisme continental. Alors historiquement c'est vrai, mais on ne peut pas enlever la version la plus matérialisme du judaïsme dans l'équation. C'est totalement documenté, vous lisez Attali 2002 ou alors Cécile Roth, c'est Pierre Hillard évidemment qui en a parlé le mieux pour la synthèse, mais c'est absolument... et vous lisez surtout Heinrich Graetz, qui est l'historien juif allemand le plus crédible, il fait encore autorité aujourd'hui. Vous avez une énorme somme qui date de 1875, dans lequel il raconte ça clairement, qu'il y a eu une entente qui est totalement documentée sur... en fait, après l'expulsion des Juifs d'Espagne et du Portugal,
un marché qui a été passé pour l'établissement d'une plateforme financière à Anvers, puis à Amsterdam, puis après déplacé à la City à l'occasion de la guerre de 80 ans, puis des deux révolutions britanniques, des deux révolutions anglaises, oui, et du passage globalement justement des monarques catholiques à, ça a été plus glissant sur 200 ans. Mais nous avons eu après, en effet, une solidification religieuse, mais c'est vraiment une union entre de fait, une sorte de judéo-christianisme. Ne pas confondre avec un judéo-christianisme qui existait dans l'Antiquité. Définis ça, judéo-christianisme. Alors voilà, deux choses différentes. On a eu une époque où il existait un judéo-christianisme dans l'Antiquité, après la naissance du christianisme, jusque globalement à la naissance de l'islam. On a eu une sorte de rejudaïsation du christianisme local. Et ce sont globalement les musulmans, c'est la naissance de l'islam qui a mis en échec cette rejudaïsation qui, de fait, allait contre les enseignements de Jésus-Christ et contre, de fait, la critique que des prophètes juifs, notamment Isaïe, avaient fait de ce qui devrait s'appeler en fait une décadence cléricale. En fait, c'est un clergé qui a choisi les banques et non pas les temples. Plutôt qui a confondu les deux et qui a fait des temples, il en a fait des banques. Et ça, c'est vraiment la tirade de Jésus-Christ durant la Bible qui est extrêmement juste. C'est qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et surtout, il faut la comprendre dans un contexte où les abus usuraires, c'est Caton l'Ancien qui disait que de l'usure procèdent tous les crimes. Et qu'à partir de là, vous avez eu quelque chose d'antispirituel qui s'est développé, qui a été à la base d'une certaine portion du judaïsme, mais que régulièrement, en fait, des juifs ont dénoncé comme étant une sorte de judaïsme antispirituel. Vous avez également ça dans l'Apocalypse, ces juifs qui se disent juifs, mais qui ne sont pas juifs et qui sont la synagogue de Satan. Plusieurs lectures de ça, mais par exemple, le code de 666, le nombre 666, il y avait un lien, ça c'est Jovanovic d'ailleurs dans un de ses livres qui en parle bien, sur l'excédent en or du trésor de Salomon. C'est-à-dire, c'est l'allégorie d'un matérialisme excessif qui n'a plus rien de religieux, de fait. Et donc, à l'époque plus récente, à partir de la Renaissance, on a eu une solidification et une modification du christianisme dans un sens protestant pour des vraies raisons, parce qu'il y avait eu des abus de la papauté, certes, mais Luther lui-même a dit qu'il y avait eu également une logique dans laquelle, on le voit dans les Actes des Apôtres, les Juifs ont pu avoir un intérêt à hypothéquer un peu le christianisme, à modifier le christianisme et à le reprendre globalement, à mener à leur tour le monde chrétien. Et ça, c'est totalement documenté quand on les écoute, mais ça reste une décadence interne au sein du judaïsme. Et c'est vrai que dans le calvinisme, on a vraiment une version chrétienne, pseudo-chrétienne, mais très judaïsée et surtout très en accord avec une vision abusivement spirituelle, abusivement considérée comme spirituelle des Juifs, c'est-à-dire que la richesse et l'élection divine, alors qu'en réalité, ça peut être deux choses complètement différentes. Donc ça, c'est une vieille décadence qui datait même d'avant le judaïsme. Donc là, on a pu définir l'état profond de manière profonde et claire. Voilà, parce que on est ici à Géopolitique Profonde et on donne des informations les plus précises possibles, et c'est pour ça qu'on a avec nous notre ami Jean-Maxime Corneille. Sur la couverture, nous avons M. Trump. M. Trump qui est défini un peu comme, on va dire, le rempart face à cet état profond. Est-ce qu'il l'est vraiment? Parce qu'il vient quand même de la haute bourgeoisie. Alors certes, il a fait de l'immobilier plutôt que de la finance, mais quand même. Alors, de toute façon, le terme bourgeoisie n'est pas correct parce que c'est vraiment un terme hérité du marxisme et qui nécessairement, là j'y viendrai bientôt parce que c'est un sujet qu'il sera nécessaire d'aborder. Le terme bourgeois, c'est un fourre-tout qui, de fait, correspond à un postulat dès la première page du manifeste, mais qui est totalement faux. Il n'y a jamais eu les prolétaires contre les bourgeois. Il y a eu au moins 4 castes, mais ça nécessiterait, on va dire, un autre développement. J'entends que le terme bourgeois est incorrect. On devrait plutôt parler globalement de finance internationaliste d'un côté, par opposition, par exemple, aux vrais bourgeois étymologiques, c'est-à-dire qui vivent dans des bourses, certes, qui sont plus ou moins des commerçants ou alors des artisans, pas uniquement des financiers compradors ou des financiers internationalistes qui sont dans la spéculation. Par exemple, financier n'est pas un gros mot. Vous avez la fonction de la finance consistant à financer l'innovation ou financer le progrès technologique, etc. Ce n'est pas un gros mot. En revanche, la logique de la finance internationaliste, c'est concrètement de considérer les États en tant que structure de protection du peuple comme des structures à détruire parce qu'ils empêchent le business, ils empêchent la spéculation et ce qu'on appelait en droit français ancien l'accaparement. C'est-à-dire, je vais prendre toute la nourriture et je vais crier « Oh là là, il y a une famine là, oh là 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 !» Et comme vous avez tout accaparé, vous allez pouvoir faire monter les cours et donc vous allez affamer le peuple. On a parlé des émeutes de la faim en 2011 par exemple. Ça, c'est un principe de finance internationaliste qui est abusif, qui devrait être interdit, qui a été interdit dans tous les systèmes, même aux États-Unis, le Glass-Steagall Act qui a été détruit en 1999 par exemple. On interdisait certains types de spéculation, mais
enfin là pour le coup c'était la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires, mais par exemple en Allemagne, fin du 19e siècle, vous aviez une loi bancaire qui interdisait d'acheter par exemple du blé si vous n'étiez pas par exemple boulanger ou minoterie ou etc. Pour une simple raison, c'est que vous n'allez pas acheter quelque chose pour en faire de la spéculation. C'est antisocial et c'est anti-étatique si on comprend que l'État est la structure de protection du peuple. Mais en ce sens, la bourgeoisie est un mauvais terme. Mais donc Trump, par contre, il y avait, je l'avais dit dès mai 2016, je l'avais anticipé parce que je suivais les initiés du renseignement, notamment à l'époque, j'avais dit que fin 2015, il y avait quelque chose de sérieux qui se positionnait au soutien de Trump. Mais dès le mois de mai 2016, j'avais dit qu'il fallait tout de même se méfier. Parce qu'à l'époque, je traduisais également William Engdahl, qui est vraiment un auteur que j'adore, qui est très très bon, très synthétique, un vrai esprit panoramique, qui avait dit, attention, méfiance, dans la carrière de Trump, il y a des gens qui ne sont pas blancs-bleus, qui sont vraiment connus pour être des mafieux ou des énormes magouilleurs. Et j'ai toujours dit que si Trump a fait sa fortune dans l'immobilier de New York, il est pour moi nécessaire qu'il a des fils à la patte. Ça veut dire que je disais dès cette époque-là, quand notamment Stephen Mnuchin et d'autres de Goldman Sachs avaient pris position dans la campagne de Trump, je disais qu'il y avait quelque chose comme un traitement au sens du renseignement, c'est-à-dire des gens qui se positionnent derrière Trump pour dire, bon, même s'il passe, on sera quand même pas loin de lui. Donc je disais méfiance à ce niveau-là, et de fait, c'est ce contre quoi j'avais mis en garde, c'est que même si Trump a gagné, et j'avais été vraiment aux premières loges, j'avais traduit moi des éléments très sensibles à l'époque. C'était Steve Putchanik, que je traduisais justement, qui avait balancé sur l'affaire Epstein, sur les gros dossiers d'Hillary, etc. Juste avant la victoire de Trump, je m'étais dit moi-même, je traduis parce que je lui fais confiance, mais c'est quand même assez chaud. Et ça avait été l'explication de fait, ce que j'avais traduit, les contenus, je veux dire, qui étaient divulgués, ça avait été l'explication de la victoire propre et sans bavure, sans contestation de Trump en 2016. Par contre, rétrospectivement, on voit bien que Trump n'a pas du tout fait ce pourquoi on aurait voulu qu'il soit mandaté. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Typiquement, Hillary Clinton, Debbie Wasserman-Schultz et compagnie d'autres n'ont jamais vraiment été impactés durant sa présidence. Et rien que ça, on voit très bien que pour moi, il est évident que c'était la traduction du titre à l'époque de William Engdahl. Il avait dit Backdoor Man. Moi, j'avais traduit ça par l'homme de sous-main de Henry Kissinger. C'est-à-dire qu'il y avait nécessairement des connexions où Trump n'allait pas vraiment démanteler l'État profond. Mais j'avais dit la chose suivante, c'est que il y allait plutôt y avoir, et ça Steve Putchanik en avait parlé durant la victoire de Trump en 2016, les choses allaient se passer proprement, mais il n'était pas soutenable face au monde de dire que soudainement, d'acquiescer soudainement le fait que les États-Unis étaient absolument corrompus et que du coup il y allait avoir une épuration de 80% du personnel politique américain, ça aurait fait désordre, ça aurait fait république bananière. Il y avait ça d'une part. Et il y avait surtout le fait que, on le sait avec l'affaire Epstein, mais pas que, c'est plutôt le système de corruption institutionnalisé dont j'ai déjà parlé. Tout le monde, globalement, était tenu au sein de la politique américaine et ce n'est pas récent. C'est un système de gouvernement qui est tellement vérolé que du jour au lendemain, un seul homme n'allait pas pouvoir tout faire. Par contre, nous avons quand même assisté à au moins un coup d'arrêt mis aux magouilles de l'État profond. Mais il y a eu quand même des gages qui ont été donnés, notamment par exemple la frappe, je crois que c'était en avril 2017, contre la Syrie. Il y avait une bizarrerie de frappe contre la Syrie, on ne savait pas trop, etc., avec des ententes, etc. Mais en tout cas, et également l'assassinat de Qassem Soleimani, qui était un élément confirmant pour moi que Trump était quand même très proche d'une partie assez vérolée de l'État. Oui, mais justement, est-ce qu'on peut aujourd'hui prendre le pouvoir dans un pays occidental sans donner des gages ? On le voit par exemple avec Mme Le Pen. Voilà, c'est le vrai sujet. Voilà. C'est le vrai sujet, c'est-à-dire que, mais là, dans ce cas, il faut vraiment aller jusqu'au bout de l'idée, c'est que de fait, ce qu'on nous appelle aujourd'hui, ce qu'on prétend être la démocratie aujourd'hui, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur notre plateau, ça a toujours été avant tout un système de corruption, c'est-à-dire le régime politique le plus facilement corruptible. Et c'est bien la raison pour laquelle cette méthode a été promue globalement dès la Renaissance, mais pour le meilleur et pour le pire. Parce qu'il y a des aspects légitimes et il y a le problème, en fait, c'est que nous pourrions parler d'une démocratie théorique dans laquelle tout le monde serait intelligent, tout le monde aurait les moyens, mais je pense que ce qui marche, de toute façon, la démocratie ne peut pas marcher en ce sens parce que on ne peut pas demander à chacun d'être expert en tout. C'est une vue de l'esprit, c'est une fiction. Par contre, ce qui marche, c'est les guildes, c'est-à-dire des démocraties, mais sectorisées par secteur professionnel, de façon à ce que chacun puisse globalement avoir voix au chapitre dans les domaines qui sont sa spécialité. On peut envisager après d'autres aspects d'un contrôle citoyen, etc. Mais la démocratie, dans son image d'Épinal, ne marche pas. Et si elle a été promue de cette façon aussi bruyante par des gens qui n'ont jamais été finalement des grands amis du peuple, c'est qu'il y a quelque chose, un intérêt derrière. Et de fait, ça a été raconté, j'en ai déjà parlé, c'est que la facilité de coopter la démocratie, de corrompre la démocratie à partir de jeunes politiques aux dents longues, c'est un vrai sujet qui a toujours existé, depuis Guillaume Doran on pourra en citer quelques-uns aujourd'hui, à peu près tous sont liés
par un système de cooptation et de pré-corruption qui fait que s'ils arrivent aux affaires, ils ne deviendront pas courageux du jour au lendemain. Dis-moi, cher Jean-Maxime, tu es un intellectuel, tu es aussi un enquêteur. À quel moment tu as vu dans tes recherches que voilà, un État profond mettait ses mains sales au sein des États pour fabriquer ces fameuses guerres civiles? À quel moment tu as vu ça, tu l'as lu, tu l'as compris? Alors ça, c'est vraiment... Alors déjà, je suis devenu intellectuel malgré moi. À l'origine, je suis un instinctif, mais au fur et à mesure, je me suis dit, en effet, qu'il y a certains sujets sur lesquels, globalement, il est interdit d'étudier. C'est très intéressant parce qu'on a de plus en plus des universitaires qui disent il y a quand même une chape de plomb, il y a un terrorisme intellectuel, et il y a des professeurs d'université qui ont peur d'aborder certains sujets, ou qui sont obligés de donner en sous-main. Je m'en suis encore aperçu au sujet de la Première Guerre mondiale tout récemment dans un ouvrage dont on aura à reparler. C'est donc qu'il existe un contrôle de la vérité en Occident. Et ça, pour le comprendre, en fait, il faut être confronté au monde universitaire et comprendre qu'il y a des idées interdites, qu'il y a aussi une façon dont on façonne notre façon de penser, justement, façonner, et qu'il y a des idées interdites, qu'il y a des orientations. Et on le voit dans plein d'idées. Par exemple, ma sœur qui a osé parler de Dieu dans son oral de bac, s'était fait saquer pour cela. Elle avait fait un super oral et à la fin, on voit le prof gauchiste qui avait dit « il a parlé de Dieu, machin », qui a mis une mauvaise note alors qu'il était très heureux juste avant. Et elle a eu une note vraiment qui était médiocre alors qu'elle aurait dû avoir une excellente note. C'est juste un exemple. Mais je pense qu'on pourrait en trouver de multiples témoignages. Néanmoins, je pense que les deux auteurs, en fait, c'est pour ça que je les ai traduits. De fait, les deux auteurs qui m'ont le plus marqué sont William Engdahl et Steve Petchenik. Steve Petchenik qui était justement un spécialiste des opérations de changement de régime. Et qui, lui, en parlait comme si c'était normal. Regime, change, on fait ça tous les 4 matins, voilà, moi je suis habitué à faire ce business-là, et je vous dis, il se passe ça. Il avait parlé notamment des printemps arabes à l'époque, 2011, 2012, dans ces eaux-là. Il disait que, de fait, il y avait une énorme ingénierie derrière, et en croisant avec William Engdahl, qui parlait d'une source que j'ai d'ailleurs utilisée là dans Charlottesville, c'est que la RAND Corporation, le think tank historique de l'US Air Force, avait en 2000 théorisé une méthode de fait, ce qu'il appelait le swarming, le fait de l'essaimage en français, le fait de créer des petits essaims de manifestants en apparence civile, mais en réalité militarisés par des moyens de communication modernes, par des synchronisations qui sont de fait, c'est géré par un PC tactique. Et c'est ce qu'on a vu à Charlottesville. De fait, c'est qu'il y a des gens qui synchronisent ces manifestants-là pour créer et pour mettre en difficulté, pour créer de l'agitation, de l'agite-prop, des troubles à l'ordre public, et pour mettre en difficulté des États qui vont subir en apparence des manifestants qui tantôt sont pacifiques, tantôt sont hyper hargneux, mais à chaque fois on va avoir des manifestants hargneux, la police va répondre, et tout d'un coup ils vont se retrouver face à des manifestants hyper pacifistes qui leur amènent des fleurs, machin. Alors les CRS ou les policiers sont venus en mode super vénère, justement, parce que là on avait eu vraiment des manifestations hyper violentes juste avant, donc on a fait venir la vraie police anti-émeute, et soudainement ils se retrouvent face à des belles images, face à des gens gentils, avec des journalistes qui sont là pour dire « Oh, des gentils manifestants pacifiques, alors que la très méchante police, elle est très vilaine, et oh là là, comme si vraiment ils étaient équipés pour la guerre, alors regardez, en face, nous avons que des porteurs de fleurs. Comment ça se fait ?» Et en fait, quand on relie tous ces points-là, on s'aperçoit que dans beaucoup d'opérations comme ça, et depuis longtemps, pensez à Mossadegh en 53 ou pensez à mai 68 évidemment, mais il y a d'autres opérations moins connues, Nouri El Saïd en 63 ou 58-63, on a eu c'est 58. On a des opérations comme ça, en lien avec les buts de l'État profond, c'est-à-dire en lien avec le pétrole, comme par hasard. Des opérations de changement de régime, où soudainement, un gouvernement non coopératif qui ne voulait pas forcément donner son pétrole à tel trust pétrolier anglo-saxon, on va avoir une crise politique, on va avoir un remplacement de gouvernement, mais avec des troubles, avec des affaires bizarres suspectées. Donc il y a plusieurs degrés. Il y a la corruption c'est propre, on ne voit pas passer. Mais quand on a un homme politique qui n'est pas tout à fait d'accord, qui dit non, moi je pense à mon peuple, la corruption, non, je ne suis pas achetable, on va ou bien le faire buter, mais avant de le faire buter, parce que faire buter ça fait saut années 60, quoi. C'est ce que la CIA faisait, maintenant c'est un peu trop. Donc on va le faire plus proprement, on va créer une crise politique. On va financer des opposants politiques, on va créer une affaire de mœurs ici, etc. Ça, ce sont des techniques vraiment de renseignement assez... Mais c'est intermédiaire. Donc après, il y a les époques, les façons les plus dures, ça va être les changements de régime violents, ou alors les guerres pures pour les États vraiment récalcitrants. Donc c'est à la suite de ces recherches, de ces enquêtes, que tu es devenu, il faut le dire à l'écran, il ne faut pas en être modeste,
spécialiste des questions de subversion. Alors de fait oui, mais c'est justement en ayant croisé les sources des meilleurs experts, mais qui sont trop peu justement étudiés. Notamment, on a Roger Mucchielli, La Subversion, un ouvrage de 71 qui est peu connu. C'est un classique du renseignement français, mais qui est dur à trouver, alors que il avait déjà compris pas mal de choses. Et en fait, à chaque fois qu'on étudie, en fait, c'est l'expertise patriotique des gens qui ont subi globalement les logiques bolcheviques. Parce que les logiques bolcheviques, c'était l'application en Russie de quelque chose d'ancien. Je vous ai déjà cité Henri Malot, historien de la Fronde. C'est de la vieille expertise française, française catholique de cette vieille France qui se souvient de ce qu'elle a subi, qui disait que l'histoire secrète des révolutions est inscrite dans les livres de comptes des banquiers. Aujourd'hui, ça serait dans ceux de Soros, mais ça revient au même en fait. C'est-à-dire des opérateurs qui sont des spéculateurs internationaux qui vont se prétendre « je suis philanthrope, voilà, voyez-vous, j'aime le peuple, toute ma carrière en témoigne », puis qui tout d'un coup veulent faire dans la justice sociale. Ils se sont trop goinfrés, ils ont fait trop de milliards, et il y a toujours une fascination des gens pour la fortune sans forcément savoir d'où elle provient. Mais ce sont ces gens comme Bill Gates, qui se reconvertissent dans la philanthropie, mais c'est jamais anodin. C'est là où il faut toujours évaluer les gens à partir de leur carrière en fait. Et on voit bien que il y a des services qui ont été rendus. Dans les années 70, on disait que c'était la CIA derrière tel ou tel changement de régime. Aujourd'hui, on va dire que c'est Soros, ou on va dire que ce sont d'autres opérateurs comme ça. Ce sont des indépendants. Vous voyez le film Lord of War. Parfois, l'oncle Sam a besoin d'indépendants pour pas qu'il y ait ses empreintes sur les armes. Eh bien, c'est pareil. Pour cette version soft, en fait, un coup d'État en douceur, une gentille révolution de palais, ou une révolution soi-disant de couleur, c'est la version soft pour des États facilement ramollissables de la version hard qui serait la guerre totale. Et quand l'État ne veut pas subir ces révolutions de couleur, typiquement la Russie avec la révolution des rubans blancs en 2011-2012, eh bien on va créer des guerres à ses frontières. On va créer la guerre d'Ukraine pour ramollir. Parce que Lénine disait la guerre est toujours la grande accoucheuse des révolutions. C'est-à-dire que quand vous ramollissez un État, c'est typiquement le Vietnam également. Quand vous créez des doutes intérieurs au sein de cet État, quant à son modèle social, quant à son modèle de société, regardez, on fait la guerre, regardez, on s'épuise, regardez, nos fils meurent, regardez, etc. Il y a un moment où l'État subit une réaction sociale contre la légitimité de son autorité, et c'est ce qu'il s'est passé après, durant la Première Guerre mondiale, avec justement les bolcheviks qui étaient les grands maîtres de l'agite-propre, mais c'est bien parce que les régiments loyaux au tsar avaient été massivement broyés. Il s'est passé la même chose, mais c'est surtout en Russie, ailleurs, mais c'est surtout en Russie que ça a été possible. Mais est-ce que ça signifie que dès que quelques pays, on va dire occidentaux, il y a des remous populaires, ce n'est forcément dû que par la subversion? Alors pas du tout, évidemment, mais c'est un facteur, c'est toujours multifactoriel. Mais vous avez ça... Par exemple, les émeutes, l'année dernière. Lesquels en France? Ah oui, voilà, typiquement. France. Alors typiquement, voilà. Mais c'est pour ça qu'en fait, il faut peut-être revenir à Charlottesville, parce que c'est ce en quoi je dis que c'est la maîtresse des opérations, justement, c'est l'agite-propre de notre époque, à l'occasion de laquelle on avait eu une sorte de maintien de l'ordre qui était particulièrement anormal. Et c'était à partir, des faits bizarroïdes, des deux points de vue de Petchenik. Donc Petchenik avait sorti un petit article, je traduisais son blog, donc un billet de blog, et après une entrevue assez importante dans laquelle Petchenik avait dit « Ce que on voit là, c'est une opération montée, c'est une bizarrerie. » Et là, il va nous falloir reprendre les faits un peu pour voir un peu de quoi nous parlions, mais ce qu'il s'était passé à Charlottesville, donc je disais tout à l'heure, nous avions eu soudainement un groupuscule soi-disant, complètement néo-nazi. Il y avait eu deux manifestations en fait. Il y avait une manifestation de jour et une autre de nuit, mais où on avait l'impression que des vrais néo-nazis défilaient au flambeau avec des brassards nazis, s'étaient donné le mot pour vraiment faire un truc vraiment les exciter quoi. Une manifestation Unite the Right, unifier la droite, organisée par un certain Richard Spencer qui était, et là c'est intéressant de le voir, le créateur de l'expression alt-right dès 2008. Donc en apparence, nous avions quelqu'un alt-right, c'est l'abréviation de droite alternative, alternative right, c'est-à-dire la droite alternative par opposition en fait au Parti républicain, c'est-à-dire des gens qui au sein du Parti républicain étaient tombés en désaccord avec l'ère de Bush Jr. qui faisait des guerres pendant 2000-2008, ça avait été beaucoup de guerres, donc il y avait des critiques au sein du Parti républicain. Mais ce qui est intéressant, c'est donc que dès 2008, a été préemptée cette marque comme un label alt-right par quelqu'un qui s'est retrouvé, donc Richard Spencer, qui s'est retrouvé dans cette manifestation, donc en août 2017, qui soudain s'est trouvé en situation d'être lourdement médiatisé pour dire que l'alt-right c'était lui. Alors que, entre-temps,
un nouveau courant. De fait, c'était que l'expression alt-right à l'origine avait été récupérée en tant que véritable droite alternative par les partisans qui ont été derrière Trump en 2015, 2016, etc., jusqu'à 2017, l'époque de Charlottesville. C'est-à-dire que, dès 2008, nous avions eu la tentative de création d'une marque alt-right qui correspondait à un futur contre-feu dont on va parler après, mais qu'entre-temps, un vrai mouvement de société, et surtout au sein du renseignement de l'armée, souvent les vétérans qui avaient fait les guerres de l'ère Bush disaient on n'est pas d'accord avec ce qu'on allait faire en Irak. Ils sont revenus en 2008-2011, disons, et en disant aux États-Unis, ce qu'on fait à l'étranger n'est pas correct, on va se faire détester pour des années, on crée le terrorisme qu'on est censé détruire, et ça c'était la véritable alt-right, et c'est celle qui s'est positionnée en 2011-2012 pour dire qu'il y avait beaucoup de mensonges sur Ben Laden, sur l'affaire de Benghazi, puis après jusqu'en 2015-2016 pour dire que Trump allait être poussé par ces gens-là, que ces gens l'avaient poussé, ces gens allaient pousser Trump, donc l'alt-right véritable, allaient pousser Trump pour compromettre le narratif des guerres sans fin qui menaçait de discréditer les États-Unis dans le monde pour, globalement, de créer la destruction des États-Unis à force de trop de guerres menées sur des sols étrangers. Donc c'était ces gens du renseignement, de la NSA, du renseignement militaire, donc la DIA, et de l'armée qui étaient revenus en disant « nous ne voulons plus de cette droite-là, qui est en fait une imposture, qui agit contre le peuple et qui fait détester les États-Unis en étant toujours bien d'accord d'aller faire tuer les Américains à l'autre bout du monde. » Tout ce qu'on se dit là sur cette demi-heure, c'est excellent. Mais ça fait quand même un peu peur, dans le sens où Trump, malheureusement, il n'a pas les mains libres, parce que, l'État profond, en gros, les politiciens n'ont pas les mains libres et ne peuvent pas mettre en place, quand ils sont sincères, évidemment, ce qu'ils veulent, et les peuples n'ont pas les mains libres parce qu'ils sont victimes des agences, des révolutions oranges, de la subversion, etc. Comment on fait ? Bien là, c'est typiquement ce dont je parlais, c'est-à-dire que rien n'est jamais monolithique et rien n'est jamais unidirectionnel. Là, j'étais en train de dire que dans ce qui a été l'évolution vers la victoire de Trump, nous avions déjà une réaction sociétale contre les excès de l'ère Bush, qui s'était aggravée, on le sait peu, sous l'ère Obama, mais d'une façon qui menaçait déjà de se retourner contre le peuple américain, et ça, c'était une nouveauté. À l'été 2015, on a eu l'exercice Jade Helm. On peut trouver des articles là-dessus, mais de toute façon, il y a toutes les sources dans... Vous allez voir que quand je travaille, c'est millimétré vraiment, de façon à vraiment que ce livre-là puisse durer, que dans 100 ans, on peut réouvrir ce livre en se disant que c'était vraiment un arrêt sur image de la situation aux États-Unis, des luttes d'influence aux États-Unis, dans un certain contexte, et franchement, personne n'a écrit ça, mais dans le sens où, pour moi, ce sont des études croisées qui sont nécessaires parce que ça doit être utilisé après comme jalon historique, pour bien faire comprendre ce qu'il s'est passé, sachant en plus que, raison aussi pour laquelle je l'ai faite, c'est que les sources disparaissent. Les sources de ces opérations spéciales disparaissent. Et d'ailleurs, c'était aussi la raison pour laquelle Steve Pieczenik, en 2014 et 2015, avait fait publier son livre sous format papier. Je l'ai en version dédicacée, mais vraiment, il avait dit « Je veux qu'il en existe une version papier parce qu'il est possible qu'il y ait une grosse censure d'Internet. » Donc on est en 2014-2015, et l'exercice Jade Helm, c'était à l'été 2015, où on avait pour la première fois un exercice militaire sur le sol des États-Unis qui considérait potentiellement le peuple américain comme un ennemi de l'intérieur. Et ça ne s'est jamais vu aux États-Unis. Aux États-Unis, nous avons, enfin ça s'est vu dans un contexte de guerre et déjà qui était en marge du droit américain, mais c'était des législations d'exception, n'empêche qu'à ce niveau-là, ça ne se voyait pas. Or, derrière l'armée américaine, il y avait des vétérans qui avaient vu le progressif dévoiement de l'armée américaine et disaient on n'est pas d'accord avec ça. Et ce sont ces gens-là précisément qui ont forgé le parti, et qui ont constitué le parti qui a été derrière la victoire de Trump en 2015-2016. Donc la réponse, c'est que ce n'est pas l'impuissance, c'est que tout excès sécrète un autre excès. Et quand on a un État qui est détourné contre le peuple, il y a toujours des serviteurs de l'État qui sont face à un cas de conscience, qui vont être le petit grain de sable dans la machinerie ou qui vont avoir l'expérience parfaite pour transmettre la bonne info, si tant est qu'un gros malin la retransmette, etc. Mais c'est vrai qu'en France, ce travail a rarement été fait. Il a été notamment fait par Alexis Cossette-Trudel au Québec, d'ailleurs à qui j'avais envoyé Charlottesville au début où il avait commencé à bosser. Et je me dis, on peut bosser en binôme, mais en tout cas, ça va être intéressant. Moi, je te file ça, tu verras ce que tu en fais. Mais lui avait déjà un arrière-plan adéquat, il a fait beaucoup de choses. En revanche, moi, je lui avais dit à un moment, attention à Canon. Parce que, pour moi, il y avait... Attention à Canon. Mais pourquoi ? QAnon. Ah oui. Oui. Parce que, après la victoire de Trump, pour moi, on l'a vu spécialement, et là on va revenir dessus sur Charlottesville, c'est que on a eu, pour moi, dès le placement de la victoire de Trump, mais dès avant Trump, dès mai 2016, l'avais-je dit tout à l'heure, nous avons eu des gens qui se sont placés autour de Trump, qui, moi, m'ont fait suspecter qu'il y allait avoir des luttes d'influence bien plus subtiles, mais qui n'allaient faire qu'émousser
la merveilleuse réaction trumpienne qu'on aurait voulu voir contre l'État profond, etc. Ça veut dire que j'ai pensé qu'il allait y avoir la chose suivante, c'est que entre le « on va voir ce qu'on va voir », c'est ce que disait Pechanik, tout le monde va finir en tôle, etc. Et il y avait vraiment des raisons. Hillary Clinton aurait vraiment dû prendre 12 balles dans le dos si le droit américain avait été respecté. 12 balles dans le dos. Parce qu'elle était traître. C'est-à-dire qu'elle était une extraordinaire traîtresse aux intérêts stratégiques américains. Et là, je cite noir sur blanc Pechanik, qui disait très bien qu'elle avait mis, avec l'affaire de son serveur public, elle avait mis ce qu'on appelle des SAP, des Special Access Programs, ce qu'on appelle les Black Programs, les programmes occultes du renseignement américain, les opérations qui, par définition, n'existent pas. Elle les avait mises à ciel ouvert pour que tout le monde puisse les observer de fait. En tout cas, les Israéliens, les Chinois, les Russes pouvaient absolument observer tout ce qui se passait. Et donc, des agents américains ont été mis en danger, ont été butés. Et ce sont ces militaires-là, en 2015-2016, qui disaient « Hillary Clinton va terminer en tôle ». Et c'était à l'époque le général Flynn qui était à la tête de la DIA, le renseignement militaire, qui avait fait passer le message, c'était début 2016, à Hillary. Vous êtes sous investigation, ça va mal se passer pour vous. On va vous forcer à lâcher votre prise de la présidence américaine. Jamais vous ne terminerez présidente. Et c'est ce qui s'est vérifié en novembre, mais dans les 15 jours précédents, j'ai moi traduit, elles sont encore sur mon blog qui s'appelait à l'époque Chronique de la vieille République, qui était une référence à Star Wars aux épisodes 1, 2, 3. J'avais commencé à faire des vidéos en fait qui n'ont jamais été publiées parce que je voyais qu'il y avait des bizarreries à l'époque et surtout pour des raisons professionnelles à l'époque, je n'ai pas pu continuer, mais j'avais trouvé le bureau de Kennedy, je faisais vraiment des vidéos avec les drapeaux américains derrière, ça pouvait être très drôle, mais justement pour rendre public ces choses-là et pour faire des vidéos d'analyse là-dessus, mais donc dans les 15 jours avant la victoire de Trump en novembre 2016, Steve Pechanik avait publié plusieurs choses en disant « Nous allons récupérer le pouvoir aux États-Unis. Ça va se faire proprement, ne sortez pas dans les rues. On ne doit pas donner l'image d'une république bananière, ça va se faire proprement. » C'est-à-dire, comment on récupère le pouvoir? C'est-à-dire que... Est-ce que c'est par l'élection qu'on récupère le pouvoir? Par des fuites médiatiques qui commencent au bon moment, quand on avait eu des journalistes, par exemple d'InfoWars, qui avaient servi de mule. Ce qu'on appelle une mule en matière de renseignement, c'est une source d'information primaire qui va être la première à relayer une info de façon publique, qu'après d'autres pourront citer. Par exemple, CNN va pouvoir dire « Ah, InfoWars a dit que… » Mais à l'époque, ces vidéos ont disparu aujourd'hui. Moi, je les ai gardées, elles sont encore sur mon blog, mais les liens n'existent plus, voilà, c'est des liens morts. Mais à l'époque, il y avait eu des journalistes d'InfoWars qui avaient commencé à faire fuiter les minutes du FBI, enfin, le FBI leur avait donné, parce qu'au sein du FBI aussi, le FBI et la CIA étaient très politisés, mais il y avait des grains de sable dans le mécanisme qui en avaient ras-le-bol de voir qu'on faisait des saloperies aux enfants dans les sous-sols de New York ou ailleurs, ou Pizzagate et compagnie, et qui avaient dit « Nous, on va faire fuiter ces choses-là », parce que des officiers du FBI avaient transcrit les minutes ou les autopsies ou les choses comme ça, des choses atroces qu'il se passait. Donc on a fait comprendre à Hillary et ses copains qu'il y avait des affaires qui étaient connues et qu'il allait falloir qu'elle lâche l'affaire proprement, sinon tout serait connu. Et c'est comme ça qu'on lâche l'affaire. Mais il y avait eu aussi la révélation de l'affaire Epstein. Vous pouvez trouver ça sur mon blog Chronique de la vieille République juste avant novembre 2016. Vous trouvez ce qu'avait dit Steve Pechanik, mais qui est sourcé dans Charlottesville. C'est que derrière l'affaire Epstein, il avait dit dès cette époque-là, il y avait la volonté de contrôle de l'intégralité ou d'une grande partie de la classe politique américaine, notamment l'affaire Epstein, c'est de la subversion israélienne. C'est de la pure subversion, mais il serait abusif de dire qu'elle est israélienne dans la mesure où c'est plutôt la pire partie de l'appareil d'État et de fait de l'État profond israélien, alliée à la pire partie de l'appareil d'État américain, dans sa version la plus subversive, notamment Parti démocrate, avec aussi ce qu'on appelle des rhinos, c'est-à-dire des faux républicains. Mais globalement, la partie la plus vérolée de l'establishment politique de l'État profond à cheval sur ces deux pays-là, avec des connexions ailleurs, notamment à Paris et ailleurs, on ne pouvait pas ne pas savoir. Mais nous, on est tellement vassalisés qu'on n'a pas fait d'investigation en France. Mais nous avons donc une lutte d'influence des deux côtés, entre globalement des patriotes et des mondialistes, entre des serviteurs de l'État qui tentent de défendre une certaine vision de leur État, qu'on soit d'accord ou non, y compris pour Israël. Ils sont plus honorables que certains opérateurs politiques qui sont en train de sacrifier ou d'autodétruire ces pays-là, parce qu'eux ne visent que leur narcissisme et leur auto-agrandissement, comme dirait Pechanik. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont prêts à toutes les magouilles politiques pour faire augmenter leur pouvoir et leur contrôle, que ce soit en Israël ou aux États-Unis. Et ce sont ces gens-là, face auxquels des fuites s'organisent. Steve Pechanik lui-même, d'ailleurs, est juif, j'ai déjà dit, d'une vraie famille, d'une famille réellement décimée par la Shoah. Et de fait, également, il parlait également, où il y a eu pas mal d'opposition, notamment au sein de la justice et du renseignement israélien et du Shin Bet aussi, contre justement certaines magouilles, qui allaient aboutir de fait à un retour de baume terrible pour Israël, dans un contexte où ils avaient besoin du soutien américain, mais que c'est également depuis les États-Unis que des opérateurs politiques indélicats poussent Israël à se faire détester d'une façon très négative sur le long terme, mais que eux s'en foutent. Eux ne recherchent que plus de pouvoir aux États-Unis.
Même pas en Israël. Ce sont des gens qui seront tranquilles à Miami pendant que Israël se fera menacera, enfin, par retour de baume, subira une énorme crise finale, mais ces gens-là seront bien au chaud et pourtant se prétendront défenseurs Dis-moi, d'Israël. tu as parlé de ce clivage patriote mondialiste. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut être optimiste sur la victoire des patriotes face au mondialisme? J'ai reçu Alain Falento lundi, non pardon, mardi, excusez-moi, grand souverainiste pour le Frexit, pour la sortie de l'Union européenne, enfin, la France de l'Union européenne. Et lui-même me disait, je me pose la question, si en effet, par exemple en France, juste pour prendre le cas français, les patriotes sont majoritaires. Et moi, je me pose la question avec lui, si partout dans le monde, en tout cas dans le monde occidental, dont l'Amérique, les patriotes sont majoritaires. Parce que, Alors, aux force est de constater qu'on les voit, les mondialistes, hein, et beaucoup plus qu'on ne le pense. Clairement. Mais la France est également un pays particulier sous cet angle. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les patriotes, 1, sont nombreux, 2, sont armés. Ça veut dire qu'en cas de guerre civile, ça va être rapide. Et vraiment, je ne me fais pas de soucis pour eux.